Heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Capitaliser les nombreux acquis et améliorer la qualité du système éducatif est d'une urgence impérieuse au regard des performances peu satisfaisantes. Les États généraux de l'éducation en Côte d'Ivoire visent à réaliser conjointement avec les différents acteurs de l'éducation une consultation générale et recueillir les riches contributions du grand public pour la réussite de ce nouveau pacte social. Quel est l'impact des réformes du système éducatif et des États généraux sur l'année en question? Nous disons bienvenue à nos deux invités qui sont des acteurs du système éducatif en Côte d'Ivoire. Monsieur Denis Quadio, bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur du Centre de formation professionnelle d'ALEP, consultant management des projets et formateur en entrepreneuriat. C'est bien ça. Nous aurons l'occasion, le long de cette émission, de bénéficier de votre riche expérience en la matière. Avec nous également, M. Olivier Quadio, il est enseignant. Vous avez enseigné l'anglais pendant 7 années en ce moment en formation pour être inspecteur pédagogique. Vous venez directement de Yamoussoukro pour cette émission, la capitale politique ivoirienne. Merci d'être parmi nous. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, nous parlerons des états généraux, des examens de fin d'année, pour également donner quelques conseils aux besoins à tous les apprenants pour que le système éducatif également soit assez performant. La première question pour vous, monsieur Denis, quel est votre regard sur le niveau des apprenants? Beaucoup de personnes s'en plaignent, le niveau baisse de plus en plus, les états généraux justifient cela. Quel est votre avis? Bon, mon avis est que je ne serai pas différent de ce qui s'est dit déjà. C'est que le niveau est très bas. Ça, c'est le constat général. Et nous, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous l'avons vraiment constaté. Quand les jeunes quittent la 3e ou la 5e pour arriver chez nous, on a véritablement constaté que le niveau a vraiment baissé. Au point même que des élèves qui ont déjà fait une classe de 5e n'arrivent pas à écrire lisiblement leur nom. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Vous qui avez enseigné l'anglais pendant toutes ces années, c'est vrai que c'est une langue différente de celle qu'on parle habituellement. Cependant, c'est une langue d'enseignement. Quelle est votre expérience avec les apprenants? Est-ce que vous partagez cet avis du niveau qui est très bas? Le constat, il est général. C'est le même constat que je fais avec M. Quadio et avec l'ensemble des acteurs du système. Nous reconnaissons tous que le niveau, il est bas. Il n'est pas alarmant, il faut le dire. Très bien, ok. Mais il n'est pas au niveau souhaité. Au niveau souhaité. Surtout aujourd'hui, avec tout ce qui s'offre aux apprenants, les technologies, de l'information, la communication, les enfants peuvent facilement apprendre. Comparé à ceux qui ont fait la vieille école, qui n'avaient seulement que leur cahier, leur stylo. Malheureusement, ceux qui ont plus de moyens aujourd'hui, c'est ceux-là qui n'ont pas le niveau que tout le monde souhaite. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi, ou du moins à qui la faute. C'est ce que les États généraux tentent de résoudre, mais on peut tout de même avoir votre avis. Le niveau, vous le dites, est relativement bas. L'autre a dit il n'est pas alarmant. C'est ça. Pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle situation, M. Denis? Bon, il faut dire que le niveau de l'éducation, disons, transparaît à l'image de la société. De la société. Voilà. Quand vous regardez notre société, la société même de façon générale a baissé du point de vue moral. Il y a quand même des difficultés au niveau de notre société, des crises qui se répètent, ça et là. Et tout ça a une répercussion sur l'école également. Alors, quand on a analysé cela, il faut aussi aller plus loin, parler de la pauvreté, aujourd'hui aussi qui a son lot de problèmes. Parce que la pauvreté aussi fait qu'aujourd'hui, nos États n'arrivent pas véritablement à s'organiser autour de l'éducation pour donner, disons, le meilleur d'eux-mêmes. Tous les acteurs sont, disons, dans ce système-là et finalement, chaque acteur, disons, tire un peu les difficultés de la société et finalement, chaque acteur n'arrive pas à sortir de soi-même pour pouvoir donner le meilleur de soi. Je donne un exemple. Un enseignant, il est dans la société. Donc, il vit les difficultés de la société. Et comme je l'ai dit en off tout à l'heure, les gens viennent à l'éducation, à l'enseignement plutôt,
pas par vocation, mais parce qu'il cherche du travail. Donc, un monsieur comme ça, il est arrivé à l'enseignement parce qu'il cherche du travail. Donc, il n'a pas la vocation. Donc, il n'est pas prêt à enseigner en tant que tel. Mais comme il n'a pas de travail, il vient à l'enseignement. Bon, ce monsieur va venir à l'enseignement. Il ne donnera pas le meilleur de lui-même à l'enseignement. Finalement, son travail va impacter le jeune. Le jeune également qui a un parent qui est pauvre. Il n'arrive pas véritablement à assurer tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit dans les conditions de travail. Ça va impacter également son travail. Donc c'est tout un système qu'il faut revoir en général. Bon, il y a même l'État aujourd'hui qui n'arrive pas à mettre en place toutes les infrastructures qu'il faut pour que les gens soient dans les conditions de travail. Bon, tout ça, ça relève de la pauvreté. Voilà. Quand vous regardez les conditions de travail des enseignants, les conditions de travail même des dirigeants de l'école, c'est difficile. Tout ça, le dénominateur commun, c'est la pauvreté. D'accord, très bien. Les conditions de travail en zone urbaine, telles qu'à Abidjan, les conditions sont différentes des zones rurales. Est-ce que toutes les conditions, ou du moins les critères de chance, l'égalité des chances, est vraiment réunis pour que tous les apprenants sur l'ensemble du territoire puissent réussir au même titre, M. Olivier? Je pense qu'il y a quelques disparités. Selon les zones, nous trouvons que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Je prends par exemple les enfants qui fréquentent dans les zones rurales n'ont pas forcément les mêmes chances de réussite que ceux qui sont en zone urbaine. Et il y a, ajouté à cela, les effectifs pléthoriques que nous avons dans les classes. C'est vrai qu'en 2015, la ministre Kandia Camara a fait prendre une décision parlant de l'éducation pour tous, l'école obligatoire, qui a motivé la scolarisation de nombreux enfants de Côte d'Ivoire. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. De sorte que les enseignants se retrouvent débordés dans les classes et ont du mal à faire convenablement leur travail. Et dans de telles conditions, quel est l'impact sur les apprenants eux-mêmes? Les apprenants en nombre pléthorique dans une classe, beaucoup vont s'amuser. Voilà, c'est l'occasion pour eux. L'enseignant ne pourra pas bien maîtriser la gestion de la classe à cause du nombre des élèves. Pendant que tu es à gauche, en train de chercher à maîtriser ceux de ce côté, à droite, il y a du bruit. Et donc, je me rappelle bien, j'avais une classe de seconde C, dans l'établissement où j'enseignais. Il y avait 99 élèves dans une salle de classe. Wow. 99. Difficile à les maîtriser. Comment évaluer? Comment les évaluer? Combien d'évaluations? Surtout qu'on nous demande de faire 9 évaluations par trimestre, 3 devoirs surveillés, 3 interrogations écrites et 3 interrogations orales. Alors, pour un enseignant qui a une classe de 99 élèves, ça c'est une seule classe. Ça veut dire qu'il faut multiplier... Une seule classe, j'avais 6 classes, donc vous multipliez 99 par 6, ce que ça peut faire. En termes de copies à corriger. En termes de copies à corriger, et un enseignant qui veut faire humblement son travail de façon noble, je pense qu'il ne va pas durer sur cette terre. Donc on n'arrive pas à faire le nombre d'évaluations qu'il faut, et ça fait que le niveau des élèves ne peut pas très bien apprécier. D'accord. Dans de telles conditions, on compterait sur la prise de conscience des apprenants. Oui. Les apprenants se retrouvent dans une salle de classe de 90 personnes. Ils doivent être conscients qu'ils doivent redoubler d'ardeur. Est-ce que c'est le cas, M. Dé? Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour la plupart. Pour la majorité. Parce qu'il faut dire aussi que, comme je l'ai dit, notre société aussi a engendré beaucoup de difficultés qui se répercutent sur notre jeunesse également. Les parents qui ont démissionné, parce que pour qu'un enfant arrive en classe étant conscient de ce qu'il a à faire, de ce qu'il doit faire, tout part de la maison. Si à la maison, l'enfant est pris en charge correctement et que l'enfant est encadré correctement, quand il arrive en classe, il va à l'essentiel. Il sait qu'il a un travail à faire, c'est ce travail qui le préoccupe. Il sait qu'il y a un temps pour toute chose. Il n'est pas dans la distraction. Bon, alors que quand un enfant n'est pas dans ces conditions-là, il arrive à l'école, à la limite, il ne sait même pas pourquoi il est là. Donc, il peut se mettre à bavarder, à faire tout ce qu'il faut, sans prendre conscience que ça va impacter sur sa vie future. Donc, ça aussi, c'est un vrai problème. Donc, il faut dire que les enfants, pour la grande majorité,
ne sont pas conscients. D'accord. Que pensez-vous de certaines réformes, à l'exemple du retour de la dictée à l'école? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la dictée, c'est un exercice qui permet à l'enseignant et à l'élève lui-même d'apprécier son niveau de rédaction ou bien de compréhension dans la langue, que ce soit l'anglais comme le français. Mais il y a les règles d'orthographe qu'il faut enseigner à l'enfant avant de pouvoir venir vérifier ces règles d'orthographe-là lors de l'exercice de la dictée. C'est ça. Il faut que ces choses-là soient vraiment prises au sérieux. Le retour de la dictée, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais ça ne règle pas le problème. Ce n'est qu'un exercice d'appréciation. Mais l'enfant, en plus des cours de français, des cours d'orthographe qui sont donnés en classe, je pense qu'on devait amener les enfants à lire. La lecture est l'un des moyens, en tout cas les plus sérieux, pour corriger les problèmes d'orthographe. Mais nos enfants aujourd'hui, est-ce qu'ils s'intéressent à la lecture? C'est plutôt les vidéos, les images qui intéressent nos enfants. La plupart du temps, ils sont sur TikTok, sur Facebook. C'est rare que tu vas voir un enfant aujourd'hui à la maison avec un livre en train de lire, ou bien un journal, ou bien, je sais pas, un roman. Il s'intéresse plutôt aux images. Donc ça, c'est un véritable problème que l'ensemble des acteurs du système doivent chercher à régler. D'accord. Est-ce que les bibliothèques suffisent pour qu'on puisse être amené à lire, ou c'est une paire de manches? C'est ça, c'est une autre paire de manches. Encore faut-il qu'il y ait des bibliothèques dans les établissements. Voilà. Les CDI ont disparu. Voilà, il n'y a plus de bibliothèque. Certains élèves ne savent même pas ce que ça veut dire. Voilà, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, bibliothèque dans un établissement. Et puis, bon, je voulais relever quand même que, en fait, pour introduire la dictée aujourd'hui, il faut commencer à la base. Hier, à l'école primaire, la syllabation avait sa raison d'être. C'est-à-dire que le syllabaire permettait aux enfants de savoir lire. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. Les gens n'ont plus le temps. Et pourquoi tant qu'il n'y a pas de syllabation, les enfants ne pourront pas carrément déchiffrer l'orthographe des mots. Or, quand je ne suis pas capable de lire un mot, je ne peux pas être intéressé à lire. Parce qu'on a envie de lire quand on sait lire. Quand on ne sait pas lire, comment on peut avoir envie de lire? Donc voilà un ensemble de problèmes. Donc tout part de l'école primaire. Il faut que les enfants apprennent à déchiffrer les mots. Il faut qu'on revienne au bo, a, ba, mon, a, ma. Ça, c'est tellement important. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus lire, ils ne savent pas lire à cause de ce que cela a disparu de notre école. D'accord. Quand vous regardez les états généraux de l'éducation qui se poursuivent, est-ce que vous avez espoir quant au changement du système, au changement de cette école ivoirienne qui se veut une école de qualité? Bon, je pense que les concertations sur l'éducation en Côte d'Ivoire existent il y a longtemps. Ce n'est pas seulement les états généraux. Il y a eu bien d'autres consultations, concertations avant. Justement. Mais il faut tenir compte des résultats et des orientations qui sont données et impliquer tout le monde. On va bien tenir des états généraux. Et voici les diagnostics que nous avons faits au niveau du système éducatif. Voici les orientations que nous donnons. Et voici ce que nous souhaiterions qu'il y ait comme changement. Mais si les acteurs eux-mêmes, je parle d'acteurs, les enseignants et surtout les parents, nous ne nous approprions pas la chose, quelles que soient les prescriptions qu'on donnera, ça ne changera rien. J'ai de l'espoir que cette fois-ci, puisqu'il y a eu des consultations un peu partout, au niveau des districts, au niveau des régions, au niveau des parents, tout le monde a été impliqué. Pris en compte, ouais. Voilà, j'espère que tout le monde également va s'impliquer dans la mise en œuvre des résultats. D'accord, parlons de la préparation des examens de fin d'année. C'est vrai que le CEP, les résultats sont déjà sortis. On ne finira pas. La répétition est une vertu pédagogique. Il y a d'autres élèves qui sont en train de se préparer pour aller en examen. Quels sont les réflexes qu'un élève devrait avoir en de telles périodes pour que le résultat soit celui qu'on veut? Bon, il faut dire que un examen, ça se prépare tout le long de l'année. Ce n'est pas seulement à la veille de l'examen qu'il faut préparer l'examen, mais l'examen se prépare déjà
à la rentrée. Est-ce à dire que ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire Voilà. Ils sont déjà fort clos parce que c'est maintenant qu'ils vont chercher à se remettre au bout du jour et ce sera difficile. Donc un examen se prépare depuis le début d'année. Il faut être un élève studieux, participer au cours correctement, étudier ses leçons, faire ses exercices, être concentré sur son objectif, c'est-à-dire l'objectif c'est de réussir à l'école, de devenir quelqu'un demain. Il faut être concentré sur tous ces aspects-là et faire en sorte que les parents également doivent aider l'enfant à rester dans un cadre studieux pour que l'enfant puisse véritablement étudier et rester vraiment en contact avec ses cahiers et non pas le portable et la télévision. Vous voyez? Donc, il y a certains parents, par exemple, à pareil moment, qui suppriment totalement la télévision, qui suppriment beaucoup de choses aux enfants. Voilà. Moi, je pense que les parents ont une grande responsabilité dans la réussite. Donc, il faut que ces parents prennent leurs responsabilités pendant l'année scolaire pour préparer leurs enfants et non pas attendre à la veille pour aller voir qui ça et là les acteurs pour leur permettre de faire réussir leurs enfants. Voilà. Et c'est ce qui engendre la fraude. Voilà. D'accord. À l'endroit des élèves qui vont aux examens, vous avez été enseignant d'anglais pour ce genre de matière. Qu'est-ce qu'on attend de l'élève, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour que le strict minimum puisse être mis en valeur? Comme M. Denis l'a dit, c'est depuis le début de l'année que tout se prépare. Parlons de l'anglais, par exemple, surtout les épreuves orales. Lorsqu'un enfant a sa convocation et qu'il sait dans quel centre il passe l'examen, la première question qu'il va demander à son enseignant, « Monsieur, où est-ce que vous interrogez ?» Juste pour savoir s'il va être en face de son enseignant. En face de son enseignant. Ou si son enseignant connaît un collègue dans ce centre qui pourra l'aider. C'est ça. C'est le premier réflexe des enfants. Se faire aider. Et j'ai toujours déploré cela. Aujourd'hui, on ne demande pas grand-chose aux élèves lors des oraux des examens. C'est juste ce qu'ils ont appris. Souvent même le texte que l'enfant a, si le test semble difficile pour l'enfant, qu'il ne peut pas l'aborder, il y a des questions même que l'enseignant pose à l'élève. Pour juste vérifier un truc juste minimum. Pour qu'il puisse dire quelque chose en anglais un minimum. Mais les enfants ne sont pas à mesure de le faire. Parce que soit ils ont négligé la langue, mais ce n'est pas à ce jour-là des examens que tu vas lui réveiller Shakespeare. Voilà. Donc tout se prépare depuis le début. Et une autre chose qu'il faut faire, c'est donner la motivation aux enfants. Les enfants vont à l'école, mais il n'y a pas de motivation. De quelle motivation parlez-vous? La motivation d'étudier. Okay. Je prends le cas de l'anglais, par exemple. Il faut dire, mais l'anglais, moi, ça me servir à quoi? C'est comme ça. Monsieur, en Côte d'Ivoire, ici, là, anglais, ça me servir à quoi? Déjà, c'est la seule chose que l'enfant se dit. Donc, pourquoi est-ce qu'il va se donner à quelque chose qui ne va jamais pouvoir être à son bénéfice? Et parfois, on regarde les coefficients pour dire qu'une matière est importante. Ça, c'est notre point. C'est notre point. Surtout les élèves dans les séries dites scientifiques. Bon, chez nous, on va faire quoi avec anglais? On va faire quoi avec anglais? Si j'ai de bonnes notes en mathématiques, en physique, mon bac est assuré. Donc, il faut donner la motivation aux enfants, aux apprenants, que les langues sont très importantes. Et aussi, toutes les disciplines sont importantes. Tu ne sais pas en face de quelle réalité tu seras demain. Même tu peux avoir fait une série scientifique, mais à la sortie de l'université, tu peux être dans un domaine qui n'a rien à voir avec les études que tu as faites. Oui. Donc il ne faut pas que les élèves puissent se limiter. D'accord. Parlons un peu brièvement des réseaux. Les réseaux qui existent au sein de l'éducation, à l'approche des examens. On a qualifié vraiment de plusieurs noms ces différents réseaux sur lesquels certains parents comptent, certains élèves comptent, certains sont accompagnés. C'est pourquoi quand tu as parlé de motivation, j'ai pensé tout de suite à certains parents qui remettent de l'argent à leurs enfants pour aller à l'examen. Comment mettre fin à tout ça? Bon, je pense que c'est un problème moral dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, il faut déplorer cette attitude-là parce que au jour d'aujourd'hui,
c'est le culte de la facilité a pris le dessus sur tout ce qui est effort. Et les parents qui se comportent comme ça, je pense que c'est pas digne d'un parent en tant que tel. Et les réseaux, il y en a beaucoup. Il y a les réseaux au niveau des enseignants, il y a les réseaux au niveau des élèves eux-mêmes, parce qu'il y a des enseignants eux-mêmes qui organisent ça aussi. Il y a aussi les élèves qui organisent, et il y a les parents qui organisent. Même il y a des chefs d'établissement qui organisent. Bon, donc il y a plusieurs réseaux. Mais je pense que ça relève de la morale. C'est une question de moralité. Les gens ont perdu un peu les bonnes mœurs. On aurait appris que certains chefs d'établissement aussi, comme vous l'avez dit, organisent pour qu'on puisse les citer en exemple, en termes de bons résultats. Voilà. Mais est-ce que ce serait apporter vraiment de l'aide aux apprenants? Parce que finalement, comme vous l'avez dit, ils ont les diplômes, ils n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, je pense que l'école ivoirienne a besoin de modèles. Je vais être très simple. Les élèves eux-mêmes ont besoin de modèles à suivre, de bons exemples à suivre. Lorsque je vois mon frère, ou bien mon grand frère ou ma grande soeur qui passe un examen, et que papa mène de telles démarches à gauche et à droite, voit des personnes par-ci, par-là, pour que mon grand frère puisse avoir le bac, lorsque mon tour va arriver, je m'attends à ce que papa ou maman fasse exactement la même chose. Je lui en voudrais d'ailleurs s'il ne l'a pas fait. Justement, parce que c'est ce modèle que j'ai vu. C'est cet exemple que j'ai vu et que je veux copier. Et les enfants se disent souvent, les autres le font. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et c'est comme ça. Donc si je ne le fais pas, je vais reprendre mon année. Tout le monde le fait. Et donc, pourquoi se casser la tête pour étudier? On a besoin de modèles. C'est ça. Depuis le haut jusqu'en bas, on a besoin de modèles à suivre. Les modèles certainement existent, ils ne sont pas certainement promus. Il en existe. Justement, en fait, quand on dit qu'on a besoin de modèles, c'est-à-dire qu'il faut que de plus en plus, depuis la tête jusqu'à bas, que chacun prenne ses responsabilités. Que le chef d'établissement prenne ses responsabilités, que la directrice régionale prenne ses responsabilités. Je vais vous donner l'exemple d'une directrice régionale que je connais très bien, dans la région du Tchologo à Ferké. Elle a mis elle-même des réseaux en place pour contrôler son système. C'est-à-dire qu'elle a fait fi de la recherche du taux exorbitant pour montrer que dans sa zone, elle travaille. Elle a mis plutôt des réseaux pour contrôler les examens. Pour que ces examens soient fiables. Pour que ces examens soient fiables. Et tenez-vous bien, une classe de 7 personnes n'arrive pas, c'est-à-dire qu'un maître qui a 7 personnes dans sa classe ne fait pas un seul admis dans sa classe. Il y a problème. Pourquoi? Il y a problème. Pourquoi? Parce que une organisation a été mise en place pour que ces enfants-là puissent facilement avoir les copies et tout ça. Et elle a déjoué. Donc tous les pronostics ont changé. Voilà, et tout a changé. Et il n'y a eu aucun admis dans cette classe. Parce qu'elle a mis les conditions pour ne pas que la fraude ait lieu. D'accord, parfois, quand il n'y a pas d'admis, le niveau il est médiocre, on se réfère aussi aux enseignants. Est-ce qu'il est normal que dans une salle de classe avec une vingtaine d'élèves au cours d'une année, on se retrouve, l'examen c'est vrai il est différent des autres évaluations, on se retrouve avec des résultats médiocres, ou du moins pas d'admis? Alors, si les résultats sont médiocres, il n'y a pas seulement que les enseignants à pointer du doigt. L'enseignant n'est qu'un acteur dans ce système. Il y a l'apprenant lui-même, il y a les parents, et il y a les responsables, les proviseurs, la communauté elle-même dans laquelle l'enfant vit. Tout le monde est responsable. Il n'y a pas seulement que l'enseignant. Moi, enseignant, j'ai enseigné, j'ai transmis un savoir à l'enfant, j'ai fait des évaluations en cours d'année, et là, l'examen, qui était une évaluation sommative, si l'enfant est reçu à son examen avec, je ne sais pas combien de points, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et ce que je déplore, quand il a de bons résultats,
On ne parle pas des enseignants. On ne félicite pas les enseignants. On félicite les directeurs régionaux, les chefs d'établissement. Ouais. Mais quand les résultats sont mauvais, tout de suite, on pointe du doigt les enseignants. Parce que c'est quelque chose à... C'est une injustice, vous estimez. Voilà. Il faut revoir ça. Quand c'est bon, on félicite tout le monde. Quand c'est mauvais, tout le monde aussi est pointé du doigt. Ouais. L'enseignant, lui, à tout seul, ne peut pas faire ce travail. Ce n'est pas possible. Moi, je me rappelle dans l'établissement où j'enseignais à Yamoussoukro, où tout un trimestre, il n'y avait pas de la craie pour les enseignants. Le strict minimum. Le strict minimum. Et en fin de trimestre, on viendra dire à l'enseignant, tu as fait un mauvais... Comment je peux travailler s'il n'y a pas de moyens? Donc, il y a tellement de choses autour, il n'y a pas seulement que l'enseignant, c'est tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas aller plus loin que ça. Nous aurons certainement d'autres occasions pour en discuter, approfondir les réflexions. Merci, Monsieur Denis Kouadio. Vous êtes directeur du Centre de formation professionnelle d'ALEP, consultant management des projets, formateur en entrepreneuriat. Merci de votre riche expérience sur notre plateau. Merci également à M. Olivier Kouadio, qui est enseignant d'anglais. Merci d'avoir partagé votre riche expérience avec nos téléspectateurs. Merci, M. Oumou. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.